parler réemploi des matériaux de construction, ouais, mode d'emploi, donc c'est ambitieux, et j'espère qu'on traitera et même j'en suis sûr, ce sujet dans son ensemble. Une conférence co-organisée avec le CEDRE. Merci, à vous, Anaïs et le CEDRE pour cette co-organisation. Voilà, je voulais commencer avant de vous présenter, on va faire un petit tour de table de présentation, mais avant ça, je voulais, vous partager un chiffre. Est-ce que vous savez, cher public et chers conférenciers, 240 millions, ce que c'est? Ah! Alors Anaïs, peut-être dans le micro? C'est, le nombre de déchets générés par le secteur du BTP, donc bâtiment plus travaux Mais publics. voilà, je vois qu'il y en a qui ont révisé, leur dossier. 240 millions de tonnes, hein, pour préciser, l'unité. Ça représente, et ça participe au sujet, 70 de la production totale des déchets, en France, hein. Donc c'est le bâtiment. Donc le bâtiment est un des premiers émetteurs de déchets et donc aussi, c'est une opportunité aussi pour le bâtiment de récupérer, tous ces déchets. Voilà, alors on a effectivement, on va faire ce tour de table. On a Marianne qui est avec nous, à distance. Vous n'avez pas pu venir, aujourd'hui, mais on s'est géré au dernier moment, voyez, une prise de personne à distance. Je propose un tour de table de présentation, qui vous êtes et qui vous représentez. Marianne, peut-être on vous laisse commencer. Merci beaucoup. Alors même à distance, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et donc je suis Marianne Gourcuff, animatrice réemploi, chez l'éco-organisme Valobat, l'éco-organisme du bâtiment. Voilà, on y reviendra, dans le détail de ce que vous réalisez. Ensuite, pour continuer, Thomas. Bonjour à tous, donc également plaisir de vous joindre, enfin de me joindre pardon, à vous aujourd'hui. Donc, je suis directeur économie circulaire pour l'entreprise Démosthène, une entreprise de déconstruction sur le territoire de la France métropolitaine. Donc, je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Merci d'être, oui, c'est bien d'avoir une entreprise, merci d'être, avec nous. Ensuite Léonard. Léonard Bodo, bah, merci à vous pour cette invitation. Moi, je suis directeur adjoint en politique technique, politique énergétique et aux achats du groupe Polylogie. Le groupe Polylogie, c'est un opérateur global de l'habitat qui intervient à peu près sur tous les segments de l'habitat, principalement le logement social, mais aussi la promotion immobilière, l'aménagement la gestion, en tout cas, de l'eau en copropriété. Voilà, merci, à vous et enfin Anaïs. Merci de m'accueillir pour cette table ronde, entourée de personnes, que j'admire. Donc déjà, je tenais à le souligner et donc, Anaïs Terbech, chef de projet bâtiment et environnement au niveau du CEDRE, donc le syndicat des entreprises de la dépollution, de la déconstruction et du recyclage et donc, membre de la Fédération française du bâtiment. Voilà, ceci étant dit, là, ce premier tour de table de présentation, on voulait commencer avec vous Anaïs. Vous pensez, cher, public, on a préparé cette conférence. On voulait commencer avec vous, Anaïs, sur, comment inciter au réemploi. Et surtout, ce qu'on voulait, c'est, ce qu'on s'est dit, c'était important de faire un cadrage, des différentes réglementations, qui poussent à ce réemploi, de manière à pouvoir après en discuter, tranquillement tous ensemble. Donc vous avez, je crois, préparé une petite diapo en ce sens, Anaïs. Oui, alors déjà, je pense que ce qu'il est important de rappeler avant d'aller plus en détail, sur, la diapositive qui va nous donner un petit diaporama de ce qu'on peut avoir au niveau réglementaire, c'est que, aujourd'hui, on parle autant de réemploi parce qu'il y a une nécessité de sobriété et ça, il faut bien, insister dessus et il y a une urgence de repenser notre manière de construire et donc nous, la filière du bâtiment, on sera au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a une diversité, d'acteurs aujourd'hui réunis autour de la table. Cette transition écologique, ce n'est plus une option, en fait, c'est une impérative, collective. Donc en France, on dispose, d'un cadre réglementaire, qui est quand même, assez important comme on va pouvoir, le voir à l'instant, sur la slide. On va vous mettre la diapo, oui, voilà. Merci et bien que certains acteurs peuvent, penser que c'est contraignant, en fait, il va falloir, réfléchir autrement, c'est-à-dire transformer cette contrainte en opportunité puisque ça va nous permettre de nous réinventer et d'innover et on va pouvoir le voir, tout au long de cette discussion.
Donc aujourd'hui, on a, un certain nombre de réglementations qui sont portées par l'Europe et ensuite qu'il faut retranscrire bien évidemment à l'échelle, française, hein. On peut notamment citer le cadre européen en 2014 qui nous incite, nous oblige même, d'ici 2030, donc 2030 c'est demain, hein, à réduire de moins 40 nos gaz à effet de serre, hein. Donc c'est pas uniquement le carbone par rapport, aux années 1990. Il y a les accords de Paris dont on ne cite plus, hein, qui datent, de 2015 et puis, un élément important dont je pense vous entendez souvent parler, le Green Deal, donc le pacte vert en 2019-2020 qui nous incite à une neutralité carbone pour 2050. Donc c'est pourquoi beaucoup d'industriels vont devoir, changer leur modèle pour réussir, ce pari collectif. On espère, pouvoir y arriver, même si aujourd'hui on émet quelques doutes, mais on va rester optimiste. En 2015, on a également, la loi transition énergétique pour la croissance verte qui nous donne également des objectifs en 2030 et concernant le secteur du BTP, l'objectif va être de valoriser environ 70 des déchets et donc on va voir que, la REP PMCB qu'on va détailler juste après va être un outil pour pouvoir atteindre ces objectifs, d'ici 2030. Ensuite, vous pourrez retrouver dans le diaporama, l'ensemble des réglementations, mais on va s'attarder un petit peu plus sur, 2 points. Premièrement, la loi AGEC. La loi AGEC, normalement, vous en avez entendu parler en long, en travers, mais, la loi AGEC, qu'est-ce que c'est? C'est la loi anti C'est un acronyme, voilà. oui, oui, je vais détailler tous les acronymes. Anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, elle ne porte pas uniquement sur le secteur du BTP. Aujourd'hui, typiquement, quand vous allez au McDonald's et que vous restez sur place, vous avez vu apparaître des contenants réutilisables, réemployables. C'est pas parce qu'ils se sont dit, tiens, j'ai une conscience environnementale, c'est surtout parce qu'il y a une obligation qui arrive à travers cette loi AGEC, puisque on veut interdire le plastique à usage unique. Alors, pas aujourd'hui, mais dans un temps, un petit peu plus lointain. Aujourd'hui, on est là pour parler du bâtiment, donc on va plutôt, se focaliser sur les objectifs, nous concernant. Donc premièrement, la création de la filière REP PMCB. La REP PMCB, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité élargie du producteur appliquée aux produits, matériaux, construction du bâtiment. On a la chance d'avoir une experte, avec nous, Marianne, donc je ne vais pas, prendre sa place, mais en tout cas, gardez en tête que l'objectif d'une REP, ce sont que les metteurs en marché, donc ceux qui vont fabriquer les matériaux de construction, deviennent responsables de la fin de vie des matériaux qu'ils vont vendre. Donc, dit autrement, de gérer les déchets finalement issus de leurs produits. Et pour ce faire, ils vont pouvoir avoir le soutien et l'aide, moyennant finance bien évidemment, rien n'est gratuit dans la vie, des éco-organismes. Et Marianne pourra revenir dessus. Et il y a donc des objectifs de réemploi, donc de 2% déjà cette année, et puis de 5% d'ici 2027. Enfin, un autre outil très important dans toute cette stratégie d'économie circulaire, c'est le diagnostic PEMD, donc pour produits, équipements, matériaux, déchets, qui vient prendre la place du diagnostic déchets. Et ça, déjà, c'est un élément important à garder en tête. Historiquement, on parlait d'un diagnostic déchets, on venait faire un inventaire dans un bâtiment et on se disait, bon, finalement, comment on va traiter ces matériaux pour les diriger vers des filières de déchets. Le changement de nom a son importance. Produits, équipements, matériaux, déchets. Les démolisseurs que je représente, et j'ai la chance de connaître Thomas, notamment, qui fait partie du CEDRE également, en fait, ils ont de l'or entre les mains. Ce sont des ressources. Et c'est l'objectif de ce diagnostic qui ne porte pas sur toutes les opérations, mais uniquement sur des opérations de rénovation et de démolition significatives, c'est-à-dire avec une surface supérieure de 1000 m², donc surface plancher, de réaliser cet inventaire pour promouvoir le réemploi. Parce que, désolée, mais il faut le rappeler, le réemploi, c'est quelque chose qui s'anticipe. On ne peut pas, au moment où on arrive sur une opération de démolition, de se dire: «Oh tiens, finalement, je me dis que ça peut être super chouette de faire du réemploi». Parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux logistiques. J'ai envie d'essayer de ne pas spoiler tous mes camarades, donc je vous donne quelques bribes d'informations et donc eux, derrière, se feront plaisir de vous détailler, tous ces points. Ensuite, en 2022 est arrivée la RE 2020.
Pareil, je pense que ça parle à tout un chacun. Alors pardon, ce que j'ai oublié de préciser et c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage derrière l'écran, le diagnostic PEMD, c'est une obligation, pour la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est vous qui êtes responsable de réaliser ce diagnostic. Il ne faut pas, s'attendre à ce que ce soit un démolisseur ou tout autre acteur. C'est votre responsabilité et donc vous vous exposez à des sanctions juridiques et économiques en cas de manquement. Juste ce diagnostic, donc il y a le diagnostic PEMD, il y a une obligation de faire le diagnostic, mais pas une obligation de réemploi derrière. Non, en fait, le Pourcentage. diagnostic PEMD, c'est un inventaire. Donc déjà, on n'a pas un Ouais. compas dans l'œil. Par contre, nous, ce qu'on encourage auprès des maîtrises d'ouvrage, c'est de s'entourer de personnes compétentes. Comment on peut avoir des personnes compétentes? Aujourd'hui, il y a des formations certifiantes qui permettent de valider les acquis de ces acteurs pour avoir aussi bien la connaissance réemploi, qui est nouvelle, hein, par rapport à ce diagnostic. On parle de quelque chose qui a été mis, en action en 2023, en juillet, 2023. Donc ouais, on a un peu plus d'un an finalement de recul, mais aussi la connaissance des filières. À l'époque, on leur demandait pas d'être aussi experts qu'aujourd'hui. Et ensuite, ce qui est intéressant dans ce diagnostic PEMD, c'est qu'il y a un second temps. C'est-à-dire qu'à la fin des travaux, on va demander encore une fois à cette maîtrise d'ouvrage de faire ce qu'on appelle un diagnostic de récollement. Cette fois-ci, c'est de dire ce qui s'est réellement passé sur le chantier pour regarder le delta entre une première photographie avant le démarrage des travaux et la réalité derrière. Donc là, en effet, il peut y avoir un biais parce que un diagnostiqueur a pu peut-être identifier, un gisement conséquent de réemploi, mais un démolisseur va arriver après, des sondages ou d'autres, tests, va dire: «Bah, finalement, là, le matériau, il peut pas être réemployé en l'état ou il y a pas d'intérêt économique parce qu'il y a pas une filière de proximité». Ça, c'est aussi un message fort qu'il faut garder en tête. Réemploi et recyclage ne sont pas opposables, ils sont complémentaires. Il faut réfléchir dans sa globalité quand on va parler produits, équipements, matériaux, déchets. Et bien entendu, je le rappelle aussi aux maîtrises d'ouvrage, ces diagnostics PEMD doivent être transmis sur la plateforme PEMD qui est gérée par le CSTB. Donc ça, c'était juste pour faire un petit rappel, parce que parfois, certaines maîtrises d'ouvrage ne sont pas au courant de leurs obligations et donc derrière se mettent en défaut par rapport à la loi. Ensuite, en 2022 est arrivée la RE 2020. La RE 2020, c'est quoi? C'est la réglementation environnementale 2020 et donc elle va venir complètement bousculer les codes de construction. C'est-à-dire que on va commencer à regarder maintenant les impacts carbone d'un projet, puisqu'il va y avoir des seuils qui vont être fixés avec une temporalité, qui va varier par rapport à ce que prévoient les textes et donc il va falloir mettre en place une stratégie pour pouvoir atteindre entre guillemets, enfin, ne pas dépasser le seuil carbone qui est imposé par cette réglementation environnementale. Et comment on va pouvoir venir vous aider? Bah, avec le réemploi. Parce qu'en fait, on considère qu'un matériau issu du réemploi a un bilan carbone nul. Alors, ok, on pourrait challenger cette valeur de zéro parce qu'il va falloir le transporter, il va falloir peut-être le reconditionner, il va falloir le remettre en état. Donc, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de l'eau. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la réglementation considère qu'un matériau de réemploi, c'est un bilan carbone nul. Oui, c'est pour bonifier, pousser cette filière et pousser au réemploi. Donc on dit voilà, c'est nul, donc utilisez-le dans vos constructions. Exactement. Et donc voilà, pour vous dire qu'il y a des outils à disposition aujourd'hui à travers un cadre réglementaire. N'oublions pas que ça peut être des opportunités d'innovation et surtout de se dire on parle beaucoup carbone, mais il ne faut pas aussi oublier, un des autres enjeux, c'est-à-dire la préservation des ressources naturelles. Aujourd'hui, on est dans un modèle parfois assez linéaire, on va extraire, on consomme, on jette. Alors parfois, on le remet un peu à travers des boucles de recyclage. Il faut qu'on pense différemment pour éviter d'épuiser, ce que nous offre la terre parce qu'on arrive déjà, pour beaucoup, à certaines limites. Voilà, merci, hein. C'était important, Anaïs, de faire ce cadrage réglementaire et des obligations pour y voir clair, sur ces sujets. Alors, il y a un acronyme, REP, hein, j'ai retenu, il me semble, hein, responsabilité élargie, du producteur. Donc ça, c'est une nouveauté, Marianne, vous êtes avec nous et on a la chance de vous avoir. Hem Il y a, des obligations effectivement pour les producteurs et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous, vous intervenez, dans ce dispositif, hein, pour éclairer, notre public et puis surtout, public, d'entreprises et de maîtres d'ouvrage qui nous regardent. C'est quel est l'impact pour les entreprises et les maîtres d'ouvrage? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors, Anaïs l'a très bien rappelé. Nous, éco-organismes et donc notamment Valobat, sommes issus, créés
via la loi AGEC qui justement crée cette responsabilité élargie du producteur dans le secteur du bâtiment. La nouveauté, en fait, elle est double, puisque non seulement c'est la première fois que la problématique du réemploi du bâtiment va être travaillée quotidiennement par des structures identifiées, donc des structures agréées par l'État et sans but lucratif, première nouveauté. Et bien sûr, le fait qu'il existe désormais non seulement des objectifs de valorisation et de recyclage, mais aussi de réemploi. Ici encore, Anaïs l'évoquait, on est parti, donc selon une étude de l'ADEME, de 1 de réemploi, vis-à-vis du gisement, de déchets qui avait été évalué et on doit, se diriger vers 2 en 2024, 4 en 2027 et jusqu'à 5 en 2025. Et ces objectifs, ils sont extrêmement importants puisque, comme on le disait, il n'existe pas aujourd'hui d'obligation réglementaire qui pèse en tout cas sur les maîtrises d'ouvrage ou les entreprises de faire du réemploi. Mais aujourd'hui, ces obligations pèsent bien sur les éco-organismes. Et ça a des conséquences puisque du coup, ça oblige les éco-organismes tels que Valobat à déployer des plans d'action extrêmement ambitieux pour permettre plusieurs choses. D'abord, comme l'évoquait Anaïs, d'améliorer la qualité des diagnostics et notamment du diagnostic PEMD pour mieux identifier les éléments réemployables sur les chantiers de déconstruction. Ça doit permettre aussi, aux entreprises d'accompagner au mieux les entreprises pour déconstruire soigneusement, les éléments et donc généraliser finalement cette déconstruction sélective qui nous donnera ensuite un gisement qualitatif et réemployable par la suite. Et ça doit nous permettre aussi, d'accompagner les maîtres d'ouvrage, concrètement, à mettre en œuvre, le réemploi dans leurs opérations. Et ici, c'est notamment via des dispositifs de soutien aux chantiers, que Valobat, propose des soutiens financiers, que ce soit pour du diagnostic, de l'accompagnement par des assistants à maîtrise d'ouvrage dédiés ou encore, pour, financer des essais techniques ou des prestations logistiques qui très souvent pèsent, dans la balance du réemploi. Et enfin, l'objectif pour nous, éco-organismes, c'est bien de faciliter, la rencontre entre les gisements, réemployables, sur les chantiers, et les repreneurs et aussi d'aider à identifier les fournisseurs de matériaux de réemploi qui, aujourd'hui se développent. Et d'ailleurs, hein, Valobat et les éco-organismes de manière générale, sont, également là pour soutenir les plateformes physiques de réemploi ou de manière générale tout acteur en capacité de réemployer, de reconditionner, des matériaux, produits et équipements du bâtiment. Donc finalement, nous, éco-organismes, avons la charge de, créer un marché du réemploi aussi désirable et compétitif que possible. Et les plans d'action qu'on déploie nous permettent de, à la fois massifier et structurer, une offre de produits, réemployables de bonne qualité, d'activer une demande en matériaux de réemploi puisque aujourd'hui on constate que, les maîtrises d'ouvrage, sont plus aptes à, prescrire la déconstruction, mais que c'est un petit peu plus compliqué pour elles d'intégrer des matériaux de réemploi. Et enfin, comme je vous le disais, toujours plus favoriser la rencontre entre l'offre, c'est-à-dire les gisements réemployables, et la demande, c'est-à-dire les structures qui vont réintégrer les éléments dans leurs opérations. Voilà, je crois qu'on a à peu près compris, on a compris, c'était clair. Donc moi, pour résumer, c'est à la fois les diagnostics. Alors j'aimerais vous poser la question, Marianne, c'est quelles sommes sont injectées à chacun des niveaux, hein? À la fois les diagnostics, là, vous accompagnez, vous pouvez aider des fois sur les diagnostics et vous, ensuite, il y a une deuxième partie, c'est quand on déconstruit, effectivement, bah, il faut accompagner aussi, les entreprises pour la déconstruction et puis aussi, après, quand on s'en resserre, sur le neuf ou sur la rénovation, on verra des témoignages, hein, sur la rénovation. Là aussi, vous pouvez avoir des aides. Et ça, c'est capté. Les sources de financement, c'est sur les producteurs finalement qui cotisent. Tout à fait. Est-ce qu'on peut donner quelques enveloppes, pas au global parce que ça représente rien pour le public, mais un cas concret sur un chantier, ça peut représenter combien de pourcentage? Alors, vous parlez des soutiens, de Valobat, hein? Oui, On est oui, d'accord? des aides que vous pouvez Alors accorder, ouais, oui. Peut-être 2 choses. D'abord, revenir sur ce qu'évoquait Anaïs, le diagnostic, PEMD. C'est important d'y revenir puisqu'il s'agit du diagnostic obligatoire et c'est d'abord là-dessus qu'on doit se baser, hein, pour l'identification, des matériaux, produits et équipements disponibles sur les chantiers. Ici, Valobat, soutient, la bonne réalisation de diagnostic, via, un volet formation. Et notamment en finançant en partie des formations
pour les nouveaux diagnostiqueurs et justement leur permettre de se former spécifiquement sur cette question du réemploi pour qu'on ait des diagnostics les plus, pertinents possibles, Oui. premièrement. On a une Et idée ensuite sur les aujourd'hui chantiers. on a une idée aujourd'hui du nombre de diagnostiqueurs qui sont sur cette filière, qui sont capables de faire des diagnostics PEMD? Anaïs? En fait, la réponse, elle est difficile parce que on peut trouver, plein de diagnostiqueurs qui, à l'époque, étaient sur, tout ce qui était amiante, qui se sont, Ouais. entre guillemets, «rabattus» sur, du PEMD, mais qui font des diagnostics qui sont pas forcément de qualité. Ouais, Par contre, moi, je peux parler plutôt côté, diagnostiqueur PEMD certifié. Donc ouais. aujourd'hui, il y en a 2. Il y a soit celle avec le CSTB et et pardon, Recovering ou celle faite par Labocert et au total, donc là, on a environ 150, diagnostiqueurs PEMD certifiés. Oui, donc c'est assez peu finalement C'est aujourd'hui, hein. assez peu, c'est On un regarde métier émergent. donc là, c'est là où vous aidez déjà à cette formation de cette population, Marianne. Je vous ai coupé, donc après sur les champs comme on est à distance, on a un petit décalage des fois, c'est plus difficile pour discuter ensemble, et donc après vous intervenez sur les chantiers? Tout à fait. Sur les chantiers, comme je l'évoquais, on a mis en place et c'est clos, depuis, 2 jours, là, aujourd'hui, un dispositif de soutien financier. Alors à la fois pour ce qu'on appelle, du diagnostic un petit peu plus poussé que le diagnostic PEMD ou encore des diagnostics PEMD qui, comme, Anaïs l'évoquait, sont, les plus qualitatifs possibles. Là, on peut aller jusqu'à un soutien de 2 000 €. Mmh. Ensuite, concernant l'accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé, réemploi, on peut aller jusqu'à 6 000 € par phase du chantier, donc phase des constructions et ou phase intégration de matériaux et donc cumuler les 2 en cas d'opération de réhabilitation, rénovation. On soutient également des essais techniques, donc des essais de requalification, de caractérisation, des prototypages ou encore des tests de dépose pour vérifier quelle est la bonne manière de déposer les éléments avant la phase de déconstruction à proprement parler. Là, on prend en charge jusqu'à 70 des devis qui nous sont transmis et enfin, concernant les prestations logistiques, ici, on accompagne plutôt la location d'espaces de stockage tampons, c'est-à-dire d'espaces nécessaires entre deux chantiers pour stocker des éléments qui seront ensuite réemployés dans la nouvelle opération. Et ici, pareil, on est à hauteur d'environ 70. Oui, c'est vous avez identifié, j'imagine, les freins, sur le réemploi et là, vous mettez de l'énergie là pour lever ces freins, notamment les zones de stockage. On reviendra sur la partie, on avait dit qu'on en parlerait, sur la partie, essais techniques, hein, parce que là, on comprend qu'il y a des questions d'assurance qui se jouent aussi, qui sont derrière. Merci, Marianne, on va revenir vers vous, sur ces sujets. Alors, j'aimerais qu'on continue avec, puisqu'on on a presque 2 retours d'expérience, ça c'est ce qu'on disait, avant de commencer, et on a carrément 2 retours d'expérience, avec, vous, Thomas, et vous, Léonard, d'un côté entreprise, de l'autre côté, maîtrise, d'ouvrage. Alors Thomas, peut-être pour commencer, pour vous, vous êtes une entreprise, vous travaillez sur des constructions, bon et puis il y a des obligations qui arrivent et vous avez fait le choix, de vous spécialiser sur ce sujet-là? Tout à fait, comme, le signalait tout à l'heure, Anaïs, on décide, mais de manière assez générale et c'est dans le discours assez commun en ce moment d'utiliser la contrainte pour, plutôt la tourner en forme, d'opportunité. Donc ma prise de poste, hein, clairement au sein de Démosthène, en début d'année en tant que directeur économie circulaire était, faite pour affirmer notre position, qui n'est pas nouvelle puisque, en tant qu'entreprise de déconstruction, on a matière depuis, de nombreuses années à utiliser, à orienter vers le réemploi les matériaux qui avaient, déjà une belle vocation, mais également le recyclage dont on parlait tout à l'heure. On disait que ce sont 2 choses complémentaires. J'appuie ce terme-là, puisqu'il est nécessaire de l'entendre comme ça. Le recyclage des bétons, est quelque chose qu'on maîtrise déjà depuis une dizaine, voire quinzaine d'années. On peut encore pousser, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec un projet qu'on a pu, driver avec Léonard, pour pousser le recyclage des bétons vers le recyclage granulat type 1, donc pour les utiliser vraiment dans le béton de construction et non plus le béton pour, couche de forme de voirie. Pour en revenir au réemploi, hem, nous on voit ça comme une opportunité, hein, comme je le disais tout à l'heure. On veut affirmer par la réglementation, par l'ambition, politique, l'ambition réglementaire qui nous est mise
ce qui est mis sur la table. On veut profiter de cet axe-là pour développer nos engagements environnementaux, nos engagements écologiques et assurer quand même la rentabilité de notre entreprise, puisqu'on reste une entreprise qui doit assurer sa rentabilité pour être pérenne. Tout ça sans oublier la partie pénibilité et sécurité de nos ouvriers. Oui, alors justement, j'aimerais que C'est vous une remise en détailliez, question. Thomas, c'est comment, c'est quoi les impacts humains et financiers qu'il y a en disant voilà, je suis une entreprise, je me lance dans cette filière-là. J'imagine il faut former les équipes. Tout à fait. Il y a des équipements différents à avoir. Tout à fait. On est exactement dans le rôle. On est dans un mode, un écosystème un peu en déséquilibre qui doit retrouver son équilibre. On a conscience que nos métiers sont en pleine mutation, que les enjeux de nos clients ont changé, les enjeux sociétaux ont changé également. Donc, on doit s'investir là-dedans, investir dans la formation de nos équipes, comme vous le soulignez, sur la mutation et la formation à la dépose, la formation à l'anticipation, à la préparation de ces dossiers-là. Administrativement, c'est plus lourd. Mais une fois qu'on aura trouvé notre rythme de croisière, développer le réseau par l'intermédiaire du réseau des constructeurs, mais du réseau des éco-organismes, du réseau des maîtres d'ouvrage, dès lors qu'on aura aussi le coup de boost des maîtres d'ouvrage sensibles à toutes ces actions-là, aujourd'hui, ça va nous ouvrir le champ des possibles pour développer nos activités en matière d'économie circulaire de manière assez élargie. Oui, en dépose, là, je vais insister un petit peu, là, je Ouais. tire le fil, hein, mais en dépose, ça veut dire qu'effectivement, si on veut réemployer, bah, il faut déposer correctement, puisqu'il faut avoir un matériau qui soit de qualité. Donc ça veut dire que les équipes, il a fallu les former, il faut peut-être du matériel différent, il a fallu investir sur du matériel différent. Alors aujourd'hui, on est vraiment en plein dans cette étape-là de formation, d'investissement vraiment lié à nos nouvelles activités. Pas vraiment nouvelles, mais de développement d'activités dans cette direction-là. Ce que je voulais souligner pour rebondir sur ce qui était dit, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un bouleversement de la chaîne des coûts. De manière générale, avec la REP sur l'aspect réemploi, mais sur l'aspect de manière générale sur le tri des déchets, on bouleverse tout, enfin, le rôle un peu de tout le monde. Le rôle du déconstructeur qui vient devoir s'affirmer sur sa responsabilité en termes de gestion des coûts de dépose, gestion des coûts de conditionnement, gestion des coûts de stockage. Ensuite, qui va passer le relais à des opérateurs qu'il aura identifiés en partenariat avec des maîtrises d'ouvrage qui vont avoir un axe assez global. Donc, chercher des constructeurs qui vont être de toute façon challengés par leur marché, par leur contrat à développer le réemploi, à nous de développer ça. Mais la chaîne des coûts, elle est identifiée et différente et plus complexe selon les matériaux, en fait. Aujourd'hui, il y a un top 15, top 20 de matériaux de réemploi Alors, qu'on on peut maîtrise. lister quelques-uns comme ça? Je vais vous parler des dalles de faux plancher pour vous montrer, Ouais, donner un peu l'exemple ouais. le plus criant, le plus simple en termes de volume et de tonnage. On participe assez rapidement à favoriser le développement des objectifs de réemploi, puisque c'est un matériau qui pèse de toute Ouais. façon, qui pèsera en tant que déchet. Je préfère qu'il pèse en tant que matériau réemployé aujourd'hui. Donc Il est marche bien, facilement, ouais. il se dépose relativement facilement. Ouais. Parfois, il y a des contraintes d'amiante, des contraintes de plomb donc qui sont des freins, mais qui sont gérables, on va dire. Mais si on met ça de côté, aujourd'hui, sans avoir ces problématiques-là, c'est un matériau qu'on dépose facilement, qu'on se conditionne facilement, qui a déjà une chaîne de logistique maîtrisée, avec des acteurs un peu intermédiaires qui maîtrisent leur sujet de reconditionnement, et ça repart assez facilement sur le marché de la construction. Juste une précision, aujourd'hui, pour simplifier un peu ce que je venais de dire sur le top 20, vous avez les matériaux de réemploi, on va dire, dits cachés, qui sont assez facilement, enfin, qui se mettent assez facilement sur le marché du réemploi. Donc, dalles de faux plancher techniques, les gaines circulaires de CVC. Je vais vous parler d'isolants aussi, enfin de choses un peu variées, mais qui de toute façon, en phase finale des projets, ne se verront pas. Ah, c'est ça, Et dans le après, bâtiment, oui, que quand voilà, j'utilise après, même s'il est un peu dégradé, ça se voit pas, ça donc se ça pose voit pas de pas, ça puisqu'on pose va pas de remettre soit une dalle de moquette sur la dalle de faux plancher, etc., etc. ouais. Idéalement, une dalle de moquette réemployée. Mais, mais après, vous avez le deuxième volet de matériaux réemployables, mais qui de toute façon qui vont être visibles, pardon. Et donc là, on a un peu plus de sujets. C'est difficile de massifier.
Donc voilà, il y a une étape de reconditionnement qui participe à augmenter finalement les coûts dans la chaîne des coûts dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, qui aujourd'hui nécessite parfois un peu de subvention de la part des éco-organismes, de la part de différents acteurs qui peuvent aider les filières à se développer. Mais attention à ne pas rentrer dans quelque chose qui, de toute façon, n'aura pas de sens à la fin. Anaïs, vous voulez Non, je rebondir? voulais juste appuyer sur un des propos de Thomas, notamment celui de l'acceptation sociale et donc de la conduite du changement. En effet, aujourd'hui, une petite anecdote, j'étais avec un bailleur social qui me dit: «Oui, alors on a un projet sur je ne sais plus combien de bars HLM, donc des logements sociaux. On voulait réemployer du sanitaire parce que c'est quand même ce qui est relativement le plus simple et apparemment, les futurs occupants étaient contre». En gros, ils remontaient au bailleur, «Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un toilette qui a déjà été utilisé par le passé» et donc là, c'est des freins sur lesquels il va falloir qu'on travaille et j'ai quand même envie de dire à ces personnes-là, les toilettes, souvent sont de très bonne qualité, avec, des bons fabricants. Ils sont nettoyés, les pièces manquantes sont changées. Et donc en fait, on voit pas la différence et typiquement, j'ai aussi envie de leur dire: «Quand vous allez à l'hôtel, on vous change pas le toilette à chaque fois que vous allez dans une nouvelle chambre». Mais en tout cas, je voulais juste appuyer, le propos de Thomas parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein. Alors il y en a plein d'autres, hein, assurantiels, économiques, mais donc là, je pense que Léonard aura l'occasion, d'en reparler et de détailler, ce sujet-là. Mais celui-ci, le côté sociologique, il Ouais, va falloir aussi accompagner le changement. de sensibilisation du public. Justement, vous parlez, Anaïs, de bailleurs, on va revenir avec vous après, Thomas. Vous parlez du bailleur. Léonard, on aimerait savoir, vous, comment ça se passe, vous, sur la REP, hein, si on utilise la responsabilité élargie du producteur, qu'est-ce que ça impacte chez vous? Comment est-ce que vous réemployez des matériaux? Comment vous faites pour la... Parce que vous avez toute la chaîne, hein, vous construisez du neuf, vous déconstruisez, vous faites des rénovations. Bon, voilà, comment vous faites, vous? Et puis il y a différentes réglementations là, auxquelles vous êtes soumises. Effectivement, en termes de responsabilité, on est nous, c'est aussi par, l'angle par lequel on a pris, le sujet, c'était que, on était mis en responsabilité par rapport à cette réglementation. Heu, il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui sont, aussi autour de l'écran, ou en tout cas qui nous suivent. L'idée, c'est qu'on s'est pas lancé, but en blanc dans le sujet, c'est qu'on a commencé par expérimenter. Maintenant ça fait, presque 10 ans qu'on a commencé à engager, ce type de réflexion au sein du groupe Polylogie. Pour ce faire, ça prend, on avait pris différents angles. Le groupe Polylogie, on a la chance d'être implanté sur un certain nombre de territoires à l'échelle nationale, notamment à l'échelle régionale, puisque les filières d'économie circulaire, d'une certaine manière, elles sont pertinentes. Peut-être, je vous coupe, Oui, mais peut-être donner quelques chiffres là pour du groupe, ça ouais, positionnerait un exactement. peu le sujet. Le groupe Polylogie, c'est, pour ce qui concerne la partie logement social, c'est, près de 90 000 logements sur le territoire national, avec, une majeure partie, des implantations qui sont situées, en région Île-de-France. Mais on est aussi présent en région Normandie, en région Pays de la Loire, en région Centre et en Occitanie, en Rhône-Alpes. Donc on a un maillage, territorial qui est, assez large et ce qu'on a pu observer ou ce qu'on observe, c'est des écosystèmes en faveur du développement de l'économie circulaire qui sont plus ou moins matures et des filières qui sont plus ou moins matures d'un territoire à l'autre. Donc nous, en tant qu'acteurs de ces territoires-là, on est aussi là pour les accompagner, pour accompagner que ce soit nos collègues ou les collectivités qui seraient porteurs de ce type de projet ou le tissu d'entreprise qui nous accompagne sur ces sujets vers des enjeux de massification. Parce que le modèle de l'économie circulaire, il repose aussi sur des volumes. Et donc, c'est ce sur quoi on s'est engagé. Donc, avant d'arriver à la massification, on a commencé par l'expérimentation. Donc, l'expérimentation sur un certain nombre de territoires. L'expérimentation, et ben, vous l'avez soulevé, Xavier, sur différents projets, différents types de projets, puisque en tant que maître d'ouvrage et en tant que bailleur social, on intervient effectivement sur toute la chaîne du logement, que ce soit la déconstruction, mais aujourd'hui, on essaye d'éviter de démolir, mais plutôt de réhabiliter le parc, en tout cas de lui donner ce qu'on appelle une seconde vie. Et donc pour ça, de limiter la production de déchets, mais aussi l'intégration de matériaux issus du réemploi, comme le soulignait Anaïs dans le cadre de la RE 2020 notamment. Donc la réglementation qui s'applique aux constructions neuves avec un saut à venir sur l'étape 2028, avec la montée en puissance de l'économie circulaire dans ce cadre-là. Et donc le bénéfice
qu'on voit à l'économie circulaire, puisque ça comptabilise comme zéro les matériaux issus du réemploi. Donc c'est aussi par l'intermédiaire de l'ensemble de la chaîne de l'intervention d'une structure comme la nôtre, qui est maître d'ouvrage, qu'on a pu développer un certain nombre de projets depuis un certain nombre d'années. Comme je le disais, depuis les années 2015-2016, on s'était engagé sur ce type de réflexion. Ça nous a permis aussi de tester la faisabilité de la dépose en fonction des équipements qu'on pouvait retrouver aussi dans les logements. Alors, est-ce que vous avez justement un Ouais. retour d'expérience à nous faire Exactement. là-dessus? Oui. Donc Thomas évoquait tout à l'heure un projet qu'on a pu mener ensemble sur le territoire de Plaine Commune et la démolition d'un ensemble de près de 300 logements. Plaine Commune, donc c'est À Plaine Commune, c'est en Seine-Saint-Denis, pardon. Seine-Saint-Denis, oui. C'est une intercommunalité en Seine-Saint-Denis qui porte et qui est clairement très volontaire sur le sujet de l'économie circulaire depuis de nombreuses années, avec une charte métabolisme urbain qu'elle s'appelle, de laquelle on est signataire. Et donc, ça nous a permis d'engager à la faveur d'un écosystème qui était déjà un peu constitué, une démarche d'économie circulaire assez ambitieuse, comme l'évoquait Thomas tout à l'heure, puisque Demosthène, l'entreprise que représente Thomas, était l'entreprise attributaire du marché de déconstruction de cette barre de 300 logements. Et donc, ça nous a permis de travailler sur la déconstruction notamment des bétons et sur la manière dont on allait pouvoir recycler. Là, on était sur 2 recyclages du béton qui avait été caractérisé du type 1. Donc, c'est le béton qu'on pourrait considérer comme le béton de meilleure qualité. Donc, on avait réalisé des tests accompagnés par notamment Valobat et les éco-organismes pour étudier l'opportunité de recycler ce béton pour en refaire du béton de construction. Donc ça, c'était une opération qu'on a réalisée en Seine-Saint-Denis. On avait aussi profité de cette opération pour déposer un certain nombre d'équipements de second œuvre. On avait des sujets relatifs notamment à des portes, des aires de jeu ou autres qui n'étaient pas en fin de vie et qu'on a pu réutiliser ou réemployer sur vous avez d'autres pu les sites. réemployer vous-même, hein? Ouais, exactement. Donc vous les démontez Elles ont été démontées Ouais. et après elles ont été réimplantées sur d'autres sites. Avant, ce qu'on disait en préparant cette conférence, vous étiez aveugle sur ce qui se faisait, parce que maintenant, aujourd'hui, vous savez exactement ce qui se fait sur le réemploi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a certains retours d'expérience. Donc là-dessus, on y voit un peu plus clair, nous, après avoir expérimenté. Et du coup, on a engagé une deuxième phase, qui est une phase de capitalisation qui vise à formaliser une réelle stratégie pour arriver à ces enjeux de massification. Là, pour un second exemple qu'on a pris, c'est sur la filière, disons, des équipements sanitaires. Je partage complètement ce qu'évoquait Anaïs tout à l'heure sur la réticence à se voir demain installer des équipements sanitaires issus du réemploi. Ce qu'on a fait, c'est que sur un chantier, là en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, aussi sur le territoire de Sevran, c'est qu'on a monté une plateforme d'économie circulaire, de reconditionnement d'équipements sanitaires in situ dans le cadre d'un chantier de réhabilitation. Donc on a inauguré il y a quelques semaines cette plateforme de reconditionnement qui vise, dans le cadre de ce projet de réhabilitation, ce qu'on appelle en site occupé, c'est-à-dire que les locataires restent en place, c'est qu'on dépose les équipements sanitaires, pour ceux qui sont en meilleur état ou en bon état, on les reconditionne sur le quartier et on les repose dans la journée dans les logements, et du coup ils sont remis à neuf avec les mécanismes effectivement remplacés. Et idem sur les logements ce qu'on appelle à la rotation pour les bailleurs sociaux, c'est-à-dire que des logements qui sont libérés et qui doivent accueillir de nouveaux ménages, eh bien, ces logements bénéficient d'équipements issus du réemploi. En termes de bilan financier, parce qu'il y avait 2 questions que je voulais Ouais. poser. C'est le bilan financier de ces Ouais. opérations. Est-ce que ça vous coûte plus cher que de faire avec du neuf? Et puis vous aussi, est-ce que maintenant, dans les appels d'offres que vous faites auprès des entreprises, vous systématisez cette politique? Ce travail de capitalisation, effectivement, il a été engagé effectivement aussi sur la notion de coût.
la notion de coût et les équilibres économiques qu'on y trouve. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des écosystèmes. C'est qu'en fait, l'enjeu, il est de pouvoir aussi limiter le temps de stockage ou le temps de transport qui représente un coût qui pénalise les opérations de réemploi. Aujourd'hui, il y a une filière, en tout cas, il y a les éco-organismes qui soutiennent ce type de démarche, aussi bien sur la phase étude, hein, puisque les PEMD, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on généralise sur toutes les opérations qui sont éligibles, que ce soit en réhabilitation ou en démolition, donc les diagnostics PEMD qui ont été évoqués tout à l'heure. Et donc, c'est là-dessus qu'on capitalise. En termes de coûts, donc c'est bien évidemment les éco-organismes qui nous permettent, sur des opérations encore expérimentales, d'arriver à l'équilibre. Mais l'enjeu, il est d'aller plus loin et d'augmenter la circulation des matériaux pour réussir à limiter justement les surcoûts qu'on peut observer encore aujourd'hui. Et ça coûte plus cher ou moins cher que du neuf alors, du coup? Bah, ça dépend. Ça dépend Ouais. du modèle qu'on réussit à trouver. Je Aujourd'hui, vais pas voir lequel. on est globalement quasiment à l'équilibre, en tout Ouais, cas, mais ouais, ça fait partie bien évidemment des arbitrages. ouais. Et c'est pour ça que nos prescriptions, en tant que maître d'ouvrage, donc je rejoins aussi ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure, hein. Nous, on a fait évoluer nos prescriptions pour développer l'usage du réemploi dans le cadre de nos marchés. Et donc, on fait évoluer nos prescriptions en ce sens avec des garde-fous. Les garde-fous, ils sont très clairement dans les dossiers de consultation des entreprises avec une étude de prix sur la base du neuf et une étude de prix, enfin en tout cas un chiffrage de la part des entreprises sur une production neuve et un chiffrage de la part des entreprises sur des matériaux issus du réemploi. Ah oui, donc vous faites les 2 chiffrages aujourd'hui, vous, et Thomas, vous faites ces 2 choses-là? Alors, Léonard parlait plutôt de la phase construction, mais en phase déconstruction aussi, Ouais. on a aussi un peu ce distinguo-là, pas sur tous les marchés. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend aussi des matériaux. Enfin, toute la discussion qu'on peut avoir, on peut avoir une discussion qui va être peut-être orientée de façon plus économiquement rentable sur un type de matériau et aujourd'hui sur un autre type de matériau, être totalement un peu dans le flou, dans le brouillard. Donc à nous de tester, d'orienter des matériaux qui vont aussi participer via leur capacité de massification à, à- comment dire, à bien orienter le réemploi, parce que vous parliez de 240 millions de tonnes tout à l'heure en tout début d'intervention à l'échelle du BTP. Alors, rezoomer sur la partie bâtiment, on parle plutôt de 44-45 millions de tonnes. Le reste, c'est plutôt la partie TP. Ah oui, Là, on a décidé de se focaliser sur la ouais. partie bâtiment déjà. Dans ces 46 millions de tonnes, aujourd'hui, il y a des matériaux qui participent plus ou moins à un effet vraiment important. Je parlais des dalles de faux plancher, ça participe fortement. On va parler des sanitaires dans une certaine mesure aussi. Donc voilà, Est-ce n'oublions pas ça. Anaïs, ça vaut pour vous tous, il y a besoin aussi de former toute une filière, les architectes, les bureaux d'études, qui sont les prescripteurs. Il faut qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, eh ben, il faut qu'ils proposent dans leurs projets, plus de réemploi, qu'ils sensibilisent, la maître d'ouvrage. Vous parliez de l'aspect sociologique et donc leurs clients pour leur dire: «Bah, écoutez, c'est super, je vais vous proposer un projet et puis dans mon geste architectural, j'imagine un architecte peut en tenir compte également». Oui, en effet, je pense qu'il faut sensibiliser l'ensemble de la filière et surtout une grosse question aujourd'hui, à laquelle on n'a pas trouvé la réponse, c'est quel est le modèle économique? Si derrière on veut massifier, alors je sais qu'on va y revenir, juste après, il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit viable pour l'ensemble des acteurs de la filière et notamment aujourd'hui dans un contexte qui est très difficile, hein, pour le secteur du bâtiment, sauf erreur de ma part et je vous invite à le dire dans le chat, hein, parce que je crois que tous les 3 on est plutôt d'accord et Marianne également. Et donc, il va falloir essayer de démontrer que le réemploi, il a non seulement un intérêt environnemental, mais qu'on peut aussi, lui trouver un intérêt, économique. Ah, il y a un petit bruit derrière. Pardon? J'ai Ah, c'est le côté de Marianne. Bah, Marianne, il faut fermer le micro aussi. Euh, vous ne parlez pas. Alors, excusez-nous. Alors, Oui, on oui. va, on va, oui. J'avais juste un autre point aussi, pour, ce réemploi, puisque du coup je louche sur les notes de Léonard. La taxonomie aussi, va inciter à aller, de plus en plus, vers ce type de projet. Donc la taxonomie, très rapidement, c'est, comment on va orienter, des financements à travers les banques, vers des projets, «verts» entre guillemets.
c'est beaucoup plus technique que ces 3 mots que je suis en train de vous dire là, mais en tout cas, ça va avoir son importance et ça va, je pense, sensibiliser et faire monter, l'ensemble de la filière sur ces sujets, environnementaux au sens large, donc préservation de l'eau, préservation de la biodiversité et donc réemploi, par rapport à tous ces sujets carbone. Léonard, oui. Et pour compléter mes notes, effectivement, Ça y au-delà de est. l'expérimentation et effectivement la recherche de modèles économiques sur lesquels on est en train de tous, plancher, nous, ça alimente très clairement nos, réflexions stratégiques. C'est qu'en fait, toutes les réglementations qui ont été évoquées tout à l'heure, pour un acteur comme le groupe Polylogie, on a décliné la stratégie nationale bas carbone à notre échelle. On a des enjeux en termes de décarbonation de nos activités de maîtrise d'ouvrage et on a identifié, en tout cas pour ce qui concerne le groupe Polylogie, 2 leviers principaux de décarbonation de l'activité de maîtrise d'ouvrage. C'est un, le hors-site, que ce soit en construction ou en réhabilitation hors-site, l'économie circulaire. Et donc ça, l'économie circulaire, c'est notamment aussi poussé par cette réglementation et ces reporting extra-financiers, puisque les bailleurs sociaux se financent sur la dette. Et donc, on a du reporting extra-financier à produire, et les banques nous challenge aussi sur nos reporting à venir à partir du 1er janvier 2026 pour ce qui nous concerne sur le reporting CSRD. Et donc, l'économie circulaire a clairement sa place dans l'économie circulaire puisque ce sont des indicateurs sur lesquels nous sommes des indicateurs que nous sommes tenus de suivre et de produire vis-à-vis de nos financeurs pour démontrer justement les efforts et la décarbonation de nos activités. Alors, je vois le temps qui file, mais je voulais pas aller sur le CSRD parce que ça, c'est encore un autre sujet. On va partir dans c'est la politique RSE, hein, qui est déclinée au niveau européen, mais pour résumer rapidement, je voulais vous poser, Marianne et Anaïs, effectivement, comment est-ce il nous reste une dizaine de minutes, comment est-ce qu'on massifie, le réemploi? Est-ce que c'est quoi les solutions alors? Et notamment, si vous pouviez un peu nous parler de ce que font les industriels en amont, parce qu'on voit que le point de départ, c'est quand même, la production initiale, d'éléments. OK, est-ce qui veut Alors, commencer, Marianne? je t'en prie, Anaïs. OK. Donc rapidement, par rapport aux industriels, c'est vrai que c'est une question centrale qu'on se pose, parce qu'on a besoin d'eux pour réussir à massifier. Massifier, on le rappelle, c'est de réussir à avoir des volumes conséquents pour ensuite créer, une entre guillemets «un vrai marché». En fait, c'est industrialiser le marché du réemploi. Donc les industriels, je crois que dans le mot industrialiser, il y a le mot industriel, sauf erreur de ma part, et ils vont, représenter un levier majeur, par rapport à toute cette dynamique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de levier, par exemple, en termes de stockage. Le foncier devient inaccessible. Ces industriels peuvent avoir justement, des espaces assez conséquents et donc ce qu'on pense qui pourrait être intéressant, c'est de les inciter à changer de modèle. Aujourd'hui, ils fabriquent, des matériaux. Alors soit il y a de l'éco-conception et Marianne aura l'occasion, de vous en parler juste après, qui va leur donner, entre guillemets, «un certain nombre de critères», notamment réintégrer des matières premières recyclées et cetera et cetera. Mais dans cette éco-conception, on leur dit pas: «Mais finalement, comment on peut faire avec moins?» Et donc le réemploi pourrait, entre guillemets, «participer à cette réflexion, d'ensemble», puisque, bah, ils vont créer, des réseaux logistiques, efficaces pour offrir une meilleure disponibilité, des matériaux. Et puis ensuite, il y a un second Oui, point. ça, ils peuvent jouer un rôle, important. Finalement, ils ont des sites, de l'espace, ils connaissent la logistique, et donc du coup, c'est leur dire: «Bah, vous produisez moins», parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un effet rebond non plus, hein. Tout à fait. Vous produisez moins et donc du coup, votre savoir-faire, vous le mettez au service du remploi. Exactement, et il y a un autre, levier qui est intéressant. On l'a dit par-ci par-là, mais le blocage assurantiel, à chaque fois, qu'on parle de réemploi, on dit: «Ah oui, mais alors là, les problèmes assurantiels, on n'en parle pas». C'est vrai. Aujourd'hui, on va être honnête entre nous, hein, je pense qu'on est là pour parler sans langue de bois. Le réemploi, ça concerne très peu des matériaux structurels et c'est justement l'intérêt des éco-organismes, c'est osons
innovons, essayons d'aller sur ces matériaux qui vont être beaucoup plus difficiles d'un point de vue technique. Et c'est là où les industriels ont un intérêt, parce que si demain, ils allaient récupérer ces matériaux directement au pied du chantier et qu'ensuite, ils s'assuraient de requalifier ces matériaux, bah finalement, le frein assurantiel, on lui dit bye bye. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais juste illustrer ces propos avec un exemple, notamment celui du CTICM, donc le Centre technique industriel de la construction métallique, qui a élaboré des recommandations professionnelles avec l'ensemble des acteurs, donc qui sont allés au niveau des constructeurs, des déconstructeurs, de maîtrise d'ouvrage, d'industriels, d'assureurs, en disant finalement quelles sont les règles, si on les suit, sur lesquelles vous, assurance, vous allez dire c'est OK, le bâtiment va tenir et il n'y a pas de sujet. Et donc en fait, le CTICM, à travers cet exemple, est en train d'industrialiser, le réemploi de structures métalliques, structurelles cette fois-ci justement, en permettant aux déconstructeurs, d'avoir un maillage territorial, un acteur qui va venir récupérer directement au pied du chantier, qui va racheter la matière, surtout pour, les métaux. On sait que l'économie, liée au recyclage, elle est très importante, hein, en fonction, des matières qu'on peut trouver, et ensuite va le requalifier et le remettre sur le marché. Et donc ça, je pense que c'est un vrai modèle sur lequel il faut qu'on accompagne. Alors je suis pas sûre que ce soit le CEDRE, c'est plus les éco-organismes à travers, les écomodulations et tout ce que dira, Marianne. Mais en tout cas, ils ont vraiment un rôle pivot dans ce réemploi et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On demande beaucoup d'efforts aux démolisseurs, à la maîtrise d'ouvrage, aux recycleurs, aux éco-organismes. Mais encore une fois, je pense que les industriels ont une responsabilité, dans cette question du réemploi. On va vous donner la parole à Marianne, mais juste avant, je voulais que Léonard, réagisse. Est-ce que vous, il y a des projets qui ont été, perturbés par ces aspects assurantiels? Oui, très clairement. On est en nous alors, pour, lever le verrou assurantiel, on a pris le parti justement d'intégrer des écosystèmes, notamment avec, l'accompagnement de l'ADEME. C'est qu'on a des réflexions un peu collectives, via, nos fédérations, que ce soit l'USH ou, sur la base des expérimentations qui sont soutenues, autour desquelles, les assureurs sont présents. Donc en fait, on a des discussions en direct pour réussir à tenter de lever ces freins. Mais effectivement, on est sur des techniques, pour un certain nombre de pratiques, non courantes et du coup, ça crée des réticences côté assureur et puis, malheureusement, la temporalité des projets n'est pas forcément la temporalité des assureurs. Donc, on a quelques difficultés, je vous le cache pas, dans les discussions qu'on a avec nos assureurs. Mais bon, on est mobilisés pour, pouvoir continuer à lever ce verrou et on est plutôt, reconnaissant de leur part pour qu'ils soient, autour de la table, en tout cas pour, un certain nombre d'entre eux. Oui, puis là, c'est un travail de fond de toute manière, hein. On crée une filière, on la déploie, on n'est pas par exemple, même si tout le monde veut aller vite, mais on n'est pas à un an près. L'idéal, c'est de mettre quelque chose qui fonctionne. Marianne, pour revenir vers vous, comment massifier alors, là, Anaïs a commencé à y répondre, hein, comment massifier? On voit que les industriels ont un rôle important à jouer? Alors tout à fait. Alors Anaïs y a très bien répondu, mais je vais tout de même, tenter de compléter un petit peu les choses. Déjà, commencer par dire, et ça a été souligné, que le terme industrialisation n'est pas, pardonnez-moi l'expression, un gros mot quand il s'agit de réemploi. C'est important de le répéter, parce que c'est vrai que c'est une filière qui, à l'origine, a été portée par des acteurs historiques absolument encore indispensables, hein, aujourd'hui, mais que là, notre objectif, c'est bien de passer à l'échelle. Donc déjà de répéter que l'industrialisation du réemploi n'est pas un gros mot. Nous, chez Valobat, on essaie de le faire de différentes manières. D'abord, d'aider, d'accompagner les acteurs historiques déjà existants à eux-mêmes s'industrialiser et donc concrètement à revoir leurs pratiques, à essayer d'étendre aussi leurs espaces de stockage pour justement, être en capacité à la fois de stocker, d'accueillir, mais aussi de repréparer de plus en plus d'éléments, à destination du réemploi et des nouvelles opérations. Ensuite, il s'agit évidemment, et là, la posture d'éco-organisme est, si je puis dire, idéale, de convaincre, de sensibiliser les industriels, au réemploi. Et donc concrètement, ce qu'on souhaite, leur faire faire à ces fameux industriels, c'est concrètement, de les aider à identifier, leurs références, leurs produits sur les chantiers et de les aider notamment, sur les aspects logistiques et de contrôle qualité, dans, leur démarche de reconditionnement. Alors c'est pas une mince affaire, mais on voit tout de même aujourd'hui et on vient très régulièrement vers nous pour nous dire que, les industriels sont intéressés, qu'ils ont conscience aussi qu'ils ne sont pas seuls, que des acteurs existent, déjà et qui veulent, largement se lancer dans l'aventure. Donc c'est une excellente nouvelle
Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire que en ce moment même, Valobat, a publié un appel à projet qui court jusqu'au 17 décembre, avec l'objectif justement, d'accompagner les metteurs sur le marché, donc fabricants, distributeurs, industriels de manière générale, pour, leur permettre de mettre en place des offres demain, de produits, reconditionnés, réemployés. Est-ce qu'il y a déjà des industriels qui ont déjà, une plateforme, je sais pas, un endroit, que vous pouvez citer en France où un industriel a dit: «OK, je mets l'énergie, je mon site, je vais récupérer des matériaux et puis je vais les reconditionner, les réenvoyer». Alors aujourd'hui, pas forcément sur la filière, PMCB, mais on le voit notamment sur la filière D3E, qu'aujourd'hui voilà, ça D3E, ça c'est, pardon, excusez-moi, de tous les éléments électroniques et électriques. Ah oui, donc ça c'est intéressant parce que finalement, c'est une filière qui est en place depuis plus longtemps, hein. On en parle depuis, quelques années, notamment, sur tout ce qui est ampoule, mais pas que, hein, sur tout le matériel électrique et donc là, ça fonctionne. Exactement, exactement, ça fonctionne. Alors ça se développe, hein, encore, mais on voit que ça commence à fonctionner. De la même manière et Anaïs l'évoquait, hein, du côté des charpentiers métalliques, ça s'active aussi beaucoup et donc on voit bien que des acteurs non spécialisés à l'origine et qui travaillent habituellement avec du neuf, s'intéressent aussi largement à la problématique du réemploi et on est là pour les accompagner. Et enfin, et c'est ce que disait Anaïs, la posture d'éco-organismes est donc en lien direct avec, des industriels, des metteurs sur le marché, puisque ce sont bien eux qui nous versent des éco-contributions, qui ensuite nous permettent de mettre en place, la gestion de déchets, du réemploi et de l'éco-conception justement. Ça nous permet d'aborder cette fameuse question de l'éco-conception, c'est-à-dire comment concevoir, des matériaux à la fois plus durables, mais aussi ayant incorporé de la matière, première recyclée et bien évidemment, réemployable demain. Concrètement, ce volet éco-conception, il nous permet non seulement de proposer des services d'accompagnement pour permettre aux industriels justement de mieux concevoir les produits et donc de faire en sorte, pour le réemploi notamment, de les rendre, plus, déconstructibles, mieux déconstructibles, de travailler sur les systèmes de fixation. Je vous donne un exemple, travailler sur des systèmes qui ne vont pas préconiser de collage, par exemple de colle, puisque la colle, on sait très bien ensuite à déconstruire, c'est plus compliqué. Donc c'est ce genre d'initiative et ensuite, plus concrètement, on agit directement sur les éco-contributions versées par les industriels via ce qu'on appelle des éco-modulations. C'est-à-dire, soit une petite augmentation, soit au contraire une baisse de ces éco-contributions qui justement vient faire valoir un effort de l'industriel dans la conception de son produit. C'est-à-dire que si demain un industriel arrive à nous dire que son produit est devenu plus réemployable, il paiera, in fine moins d'éco-contributions. Oui, ça c'est pour le pousser à aller dans cette voie-là. Thomas, je voulais vous poser une question et puis après Anaïs, on arrive au terme de cette conférence. Où est-ce que ça vous arrive donc de déconstruire et puis après d'être, ennuyé, parce que j'ai des matériaux, parce que c'est vite du volume, hein, il faut que je puisse le stocker quelque part. On évite que ça nous arrive parce que Ouais. l'objectif, c'est anticiper un maximum, Ah, c'est de ça, c'est trouver la les planification. repreneurs en amont. Ouais. Enfin, d'où aussi enfin, c'est dans mes missions, hein, que de travailler pour les bureaux d'études chez nous et les exploitations de façon à anticiper, même avant les projets qui ne sortent, d'anticiper la démarche autour des filières, de trouver les industriels, de trouver les filières de repreneurs intermédiaires, de trouver les constructeurs, d'aller les démarcher pour travailler les sujets ensemble, en anticipation, sans même connaître finalement Ça, c'est un nouveau métier pour un vous? projet. Oui, c'est un nouveau métier puisque ça, enfin aujourd'hui, je voulais un peu conclure là-dessus tout à l'heure, mais on est quand même tous autour des mêmes enjeux. On parle des industriels, les enjeux de décarbonation, les enjeux sociétaux, les enjeux RSE, tout ce qui est autour euh, de l'extra-financier. On est tous sur les mêmes enjeux, que ce soit à notre échelle d'individu ou à notre échelle collective. Donc aujourd'hui, pour une fois, on a un peu tous les mêmes sujets autour de la table. Il n'y a pas de 10 000 directions à apprendre. Direction à apprendre, c'est celle du bon sens, le bon sens écologique, le bon sens économique. Et l'intérêt de mes nouvelles missions, c'est de développer ça, de l'élargir le plus possible. Et on voit bien que les industriels sont fortement impactés dans nos échanges.
Anaïs? Oui, moi je voulais juste dire, 2 choses, c'est que le réemploi, ça date pas d'hier, hein. Les démolisseurs, ils ont pas entendu la REP PMCB, hein. D'ailleurs, c'est des méthodes, ancestrales, hein. À l'époque, on faisait du réemploi. Donc tout ça pour dire que, il faut qu'on continue ces démarches, soit avec l'aide des éco-organismes, mais on peut pas non plus, tout leur mettre sur le dos en disant: «Bah, maintenant, débrouillez-vous et puis faites-nous faire du réemploi». Donc ça, je pense que c'est important et surtout, dans cette continuité d'éco-organismes, c'est un message, que j'adresse, à vous Marianne et puis du coup à l'ensemble de vos confrères. Il faudrait peut-être que ce soit un sujet qui soit traité de manière transverse parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience qu'il y a 4 éco-organismes, donc il y a certaines associations qui peuvent se faire entre éco-organismes, mais il faut vraiment porter, d'une seule voix le réemploi parce que sinon ça dessert toute une filière. Donc ça, je pense que c'était un message important qu'on souhaitait faire passer. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de notre conférence. On pourrait en parler là, vous voyez, ça y est, la table ronde est presque continuée, elle part, on pourrait faire 1 heure de plus. Mais enfin, on arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup, Marianne, vous étiez à distance avec nous pour votre intervention. Merci, cher conférencier, pour ce sujet. On en reparlera, hein, on refera un sujet là, parce que c'était presque l'initiation au réemploi là, aujourd'hui. Alors, si on regarde, vous savez qu'on est fan de vélo aussi. Là, on parle de gestes hein, qu'on peut faire tous dans la même direction. On a monté une exposition avec l'ADEME pour se mettre au vélo. Vous voyez, c'est un webtoon. Est-ce que vous savez ce que c'est un webtoon, cher conférencier? Vous m'avez Non. appris beaucoup de choses aujourd'hui, alors peut-être Webtoon. webtoon, vous savez pas ce que c'est? Un web Pas. Voilà, un webtoon, c'est une BD, c'est pas très loin, c'est une BD qu'on regarde sur un smartphone, donc avec les bénéfices individuels et collectifs pour se mettre au vélo et les bonnes pratiques. Et merci, cher public, de nous avoir suivis.